Bonjour Imani. Bonjour. Imani répète. Elle va être entourée de ses 7 musiciens tout à l'heure. Vous venez me rejoindre. C'est vrai que c'est une voix sensuelle, Imani. C'est une voix lumineuse, une voix rauque aussi, et qui nous étreint, et qui nous envoûte. Bonjour Imani. Bonjour. Vous êtes nominée dans la catégorie artiste féminine, d'ailleurs aux Victoires de la musique 2017, qui aura lieu le 10 février, et qui sera retransmise évidemment sur France 2. Vous avez un album qui est sorti il y a quelques mois, une tournée, vous serez salle Pliel, notamment à Paris. J'ai envie de vous découvrir. Tout d'abord, vous êtes colorée, j'aime bien la façon dont vous vous habillez, c'est acidulé, c'est beau. Est-ce que ça a un impact aussi sur votre morale? Ah oui, c'est sûr. C'est pas la même chose que vous mettiez du noir ou du rose. Et il faut avoir aussi l'humeur de ces vêtements. C'est pas juste les vêtements qui changent votre humeur. C'est plutôt l'inverse pour moi. Ça signifie espoir, votre prénom. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'essentiel si on veut bien vous connaître? Si on veut bien me connaître, il faut savoir que la plupart des choses que je dis, je plaisante. Vraiment, je rigole plus souvent que je ne suis sérieuse, en réalité. J'utilise le sarcasme, mais en réalité, c'est plus une parade, c'est plus quelque chose pour me protéger. Ah, vous vous dissimulez? Voilà, je me dissimule un peu oui, l'humour, le sarcasme, mais c'est pas malveillant. Et vous chambrez? Je chambre, oui. Ouais. J'ai été élevée, on se chambre tous dans la famille, et du coup... Il faut dire que vous êtes nombreux. Vous êtes une fratrie de 7 enfants. 5 filles, 2 garçons. Et comment on arrive à se distinguer des autres? Il faut parler fort. Il faut parler fort à la table. Il y a beaucoup de bruit. Après moi, de tous mes frères et sœurs, je suis une des plus grandes. Alors là, vous étiez vraiment petite. J'étais vraiment petite. C'est vous. Et là, c'est la famille. Ah. Vous êtes super beaux, hein, tous. C'était un dimanche. Il y avait une cérémonie quelconque? Non, je pense que c'était un départ aux Comores. On partait aux Comores. On ne l'a pas dit, en fait, vous êtes d'origine évidemment comorienne, vous êtes né, vous avez grandi en fait en France. Est-ce que c'est facile de se construire entre ces deux cultures? C'est facile, et puis à la fois c'est pas facile, en le sens que quand moi je suis née, j'avais pas de problème avec. Enfin, c'est seulement une fois qu'on est confronté aux autres qu'on se rend compte qu'on est différent, en tout cas qu'on nous dit différent. Mon père, quand il est arrivé en France, il avait tout plein d'espoir. Il nous disait, tu verras, c'est le pays des droits de l'homme, ici tu seras libre, etc., etc. Puis il est parti, là il est en retraite, à la retraite, et il est parti, son discours, il avait un peu changé, il avait été un peu plus amer, il a rencontré des choses dures sur son parcours qui fait que c'est un peu... Lié à la couleur de sa peau? Je pense lié à ses origines, c'est sûr, parce que y avait quand même beaucoup de racisme, il y en a toujours quand même un peu. Et dans l'armée, des fois, je pense que ça n'a pas dû être facile pour lui tous les jours. Militaire, pompier? Pompier dans l'armée, oui, tout à fait. Est-ce que vous l'avez ressenti comme un abandon lorsque vous avez été mis en internat, en pension? Moi, c'est sûr que je ne l'ai pas super bien vécu. Mes sœurs étaient allées avant moi et ça avait l'air sympa, une espèce de colo de l'extérieur. Et une fois de l'intérieur, je me rappelle que les premières semaines, je pleurais tous les soirs. J'étais une fille à maman. Et c'était un peu dur. Je suis arrivée là-bas, j'avais 10 ans. Je ne l'ai pas vécu comme un abandon, mais au départ, je l'ai mal vécu, c'est vrai. Avec une discipline assez militaire, hein, dans cet internat. Oui, c'était un internat militaire de jeunes filles. C'était carrément militaire. C'était un internat qui avait été construit après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Et c'était toutes les pupilles de l'air. Donc, on élevait des futures femmes au foyer, en fait. Et donc, on a appris à passer de la serpillière, à faire la tarte aux pommes et à faire de la couture. Tout ça, ça comptait dans la moyenne. C'est envoûtant. Oui, mais bon, c'est utile. Alors, heureusement, vous avez lu Simone de Beauvoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé, en fait, votre façon d'exister. Oui, j'ai toujours aimé la lecture, c'est vrai. Et quand j'ai commencé à lire Camus, Sartre, forcément, je tombe sur Simone de Beauvoir à un moment donné. Donc déjà, j'étais prête, j'étais mûre pour comprendre ce qu'elle disait. Et j'ai lu Les Mémoires d'une jeune fille rangée à 14 ans. Et ça a tout changé pour moi. Ça a été un gros déclic. J'ai compris qu'on pouvait prendre son destin en main, que tout n'était pas écrit. Ça a l'air de rien comme ça, mais moi, j'avais l'impression que ma vie, elle était tracée, que j'allais être une bonne épouse, qu'il fallait savoir cuisiner, qu'il fallait savoir se taire, des choses comme ça. Et Simone de Beauvoir m'apprend qu'en fait, pas du tout. Tout ça, c'est pas vrai. Et qu'il faut penser par soi-même. Et c'est vrai que les choses ont changé beaucoup de ce que je suis aujourd'hui par
part aussi de là. Quel a été votre premier acte de révolte, d'émancipation en tout cas? Je pense que j'avais des cheveux très longs et j'ai tout coupé. Et je me suis retrouvée la tête quasiment rasée. Ça a fait pleurer ma mère, elle en parle encore, émue. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Bah, c'est autour de Simone de Beauvoir, donc 14-15 ans. Et alors, on se coupait pas les cheveux, on se coupe pas les cheveux quand mes cheveux étaient très longs. Et ça, c'était, je sais pas exactement pourquoi je l'ai fait, mais j'en avais marre de tous les week-ends, les fesses par terre, à me faire tresser et à être prisonnière de ça, alors que j'avais envie de faire d'autres choses. Voilà. Vous aimez revenir un petit peu en arrière? Parce que là, on va vous montrer des images d'archives. Oh là. Votre portrait, il est brossé aujourd'hui par Philippe Guepers. C'est le carton de 2016. Remixé par 2 DJ russes, cette chanson d'Imani fait danser le monde entier et explose les ventes. Plus de 200 millions de vues sur le net. Un tube presque malgré elle qui la fait sortir de l'anonymat et lui donne la foi. Oui, j'ai la foi et je pense que sans la foi, on n'arrive à rien du tout. La foi, mais aussi une sacrée collection de foulards et une voix grave, limite androgyne qui la complexe encore aujourd'hui. Je module ma voix au téléphone pour pas entendre oui monsieur ou des choses comme ça. On comprend mieux pourquoi elle a mis du temps avant de se lancer dans la musique. C'était à New York, après 7 ans de mannequinat, son premier métier. Rien à voir. Vous véhiculez quelque chose qui n'est pas vous, généralement. Tandis que la musique, c'est vous, vous êtes plutôt à poil. C'est vrai que vous vous dévoilez. Avec votre musique soul, folk, un brin mélancolique. Et vos textes qui racontent vos blessures amoureuses. Les critiques musicaux ont vite fait de vous comparer à Nina Simone ou Tracy Chapman. Je prends ça comme un compliment, mais j'avoue pas vraiment comprendre. Modeste, libre, indépendante, vous prenez 5 ans pour peaufiner votre deuxième Je album. voulais faire un album à la hauteur. Eh bien c'est fait. Vous voilà déjà disque d'or avec plus de 50 000 albums vendus. Des chansons moins autocentrées et plus politisées qui nous donnent plus que jamais envie de danser. Imani est aujourd'hui en mode conquête de l'Ouest. Elle marche désormais dans les pas des Daft Punk et autres Stromae qui font déjà danser l'Amérique. Est-ce que vous avez, on a tenté en fait de vous calibrer, de vous formater? Ça, c'était au tout début, quand j'ai voulu faire de la musique, c'était aux États-Unis. Et bon, on disait une fille noire comme ça, belle, non, ça peut pas chanter des chansons tristes, ça va intéresser personne. Ça, c'était aux États-Unis. Ça n'a pas duré longtemps. En France, honnêtement, c'était tout le contraire. J'ai été signée dans un label qui m'a dit il faut que tu ouvres un peu tes écoutilles et que tu regardes un peu ce qui se passe, que tu arrives à trouver qui tu es, ton style. C'est en ça que je dis que je suis toujours un pur produit de développement. Parce que dès le départ, on m'a laissé le temps de me développer. Donc, on m'a laissé le temps de choisir ma propre case. Vous êtes resté 7 ans en fait aux États-Unis Oui. en tant que mannequin. Ça vous a plu ce métier? Alors oui, je suis restée 7 ans en tant que mannequin et en tant que plein d'autres choses. Ça m'a plu et ça m'a déplu, c'est-à-dire que ça a été quand même l'occasion de partir de chez moi. Donc ça vous a servi? Ça m'a servi. Et puis au début, j'étais fascinée. Je veux dire, je voyage, je vais en dehors de chez moi. Je me rappellerai toute ma vie, mon premier boulot, c'était en Belgique. J'étais là, waouh, la Belgique. Mais voilà, j'étais jamais sortie de chez moi, vraiment. Et à la fois, je m'ennuyais. C'est vrai que je m'ennuyais. Mais à New York, j'ai fait d'autres choses parce que, si vous voulez, après le 11 septembre, ça a été la crise pour tout le monde. Et il n'y avait plus de boulot et il fallait payer le loyer. Il était hors de question que je rentre chez moi les poches vides. Et avant de savoir ce que je voulais Ça, c'est faire. par orgueil. C'est par orgueil, parce que déjà, mes parents, ils n'étaient pas très chauds pour que je parte à New York. Donc, c'était pas, je ne pouvais pas revenir à la tête basse. Donc, j'ai fait plein de petits boulots. Et là, j'ai été confrontée à la réalité, à la vie, à ce que c'est. Parce que le mannequinat, ce n'est pas la vie. Et c'est là que j'ai pu me confronter à moi-même et trouver la force peut-être de me dire, bon, peut-être que faut que je me batte pour les choses qui me font vraiment envie, quoi. Vous êtes vraiment allé chez Donald Trump? Oui. À quelle occasion? Ben, en fait, mon agence s'appelait T-Management, c'était Trump Management à l'époque. Il avait ouvert une agence de mannequins, c'était mon agence à New York. Et c'était à la fête de Noël de l'agence. Et c'était dans la Trump Tower, dans son appartement là-haut. Et quel souvenir vous en avez? Alors, vous allez rire, mon souvenir, je raconte toujours la même histoire, c'est que bon, bah, c'était un grand appartement avec une vue fantastique de New York, comme il peut y en avoir.
Mais ce qui m'avait choqué, c'était les toilettes qui étaient immenses. Il y avait des toilettes immenses en or. Et je me disais, c'est la taille d'un appartement parisien pour des toilettes. Et c'était déjà, c'est le summum pour moi de la mégalomanie. Enfin, la démesure. J'avais jamais vu ça. Et donc, c'est le truc qui m'avait choqué le plus. Vous l'avez rencontré? Oui, oui, je lui ai serré la main. À l'époque, il était là, on était chez lui. À l'époque, il venait, enfin, pas à peine, mais il était depuis peu avec sa femme actuelle. Ouais. Personne n'aurait parié que... Qu'est-ce que ça suscite en vous, le fait qu'il soit devenu président? Le choc, vraiment, au début, c'était... je pense que déjà, sa candidature, j'ai cru que c'était un gag, comme je pense la moitié des gens. Et puis le fait qu'il ait été élu, peut-être que jusqu'au bout, personne n'y a cru. Mais c'est un choc, et après, je me demande si c'est pas... ce qu'il y a de bien, en fait, dans cette... pour être très honnête avec vous, ce qu'il y a de bien avec cette horrible élection, c'est que jusqu'à présent, j'ai l'impression que tout le monde a été dans un bain tiède, un peu confortable, où il y avait des choses qui nous dérangeaient, mais qu'on n'osait pas trop dénoncer parce qu'on avait peur de ne pas avoir un rôle au cinéma. On n'avait pas... Et là, maintenant, vous avez toutes ces personnalités qui sont obligées de sortir des bois et de dénoncer, parce que c'est trop, en fait. Donc, si vous voulez, l'Amérique, elle va être obligée de se confronter. Ça va être douloureux, certainement, je pense. Mais je pense que pour remonter, il faut toucher le fond. Et peut-être que Donald Trump, c'est le fond. Et peut-être qu'ils vont pouvoir regarder en face les problèmes de racisme, les problèmes enfin, pas de ségrégation, mais de discrimination, les problèmes sociétaux, économiques, etc. Là, quand vous avez quelqu'un d'aussi frontalement brutal, vous allez être obligé d'avoir une réaction. On ne peut plus rester dans le bain tiède. Donc il va y avoir carrément, je pense, des réactions très positives. Il y en a déjà, la marche des femmes, Bien etc. sûr, toutes les manifestations. Donc à voir, quoi. Vous devez beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce titre. Ouais. Alors ça, c'est le titre original. Et puis, il a évidemment eu beaucoup de succès. Et il a eu encore un succès planétaire grâce ou à cause d'un remix. Un remix de deux Russes, et ça donne ça. C'est vrai que c'est différent, hein. C'est pas mal. Ouais. Vous avez apprécié ou pas? Vous avez donné votre autorisation? Ouais, en fait, elle est très drôle, cette histoire, parce qu'elle est assez atypique. Si vous voulez, ces DJ, ils avaient déjà fait des remixes de mes chansons avant, dont une, The Good, The Bad and The Crazy, de la bande originale du film, Sous les jupes des filles, de Audrey Dana. Ça avait bien marché, très bien marché même chez eux. C'est quand même un immense territoire, mais ils ont un peu ce système-là de remixer et ça fonctionne en radio. Je pense que le label là-bas leur a proposé cette chanson, ou alors c'est eux qui ont proposé, je ne sais pas dans quel sens c'est allé. Ça a fait un petit remix, on m'a fait écouter, et moi, au départ, je dis, oh, je pense pas que ça va marcher, évidemment, j'y connais rien. Et puis je dis, non, avec le label, on s'est dit, non, on va pas le sortir, parce que notre album, il va sortir, ça va cannibaliser la sortie du single de mon prochain album, ça appartenait à la BO du film. Pour moi, j'avais rien à dire à propos de ce titre, mais ils l'ont fait quand même, ils l'ont sorti quand même. Enfin, le truc, c'est que ça se joue, les radios le jouent, et d'un coup, ça se retrouve numéro 1 dans des pays, plein de pays. Et ça vous a fait plaisir ou pas? Au début, c'est pas que ça m'a pas fait plaisir, c'est qu'au début, je comprends même pas. Quand on me dit, c'est numéro 1 en Russie, c'est numéro 1 en Pologne, c'est numéro 1 en Australie, et je dis, mais attendez, tu rigoles? C'est possible? Et donc, ouais, ça m'a fait plaisir, parce que d'une certaine manière, c'est vrai que c'est un remix, et c'est pas mon choix, et c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est vraiment le destin qui s'est forcé à moi. Mais c'est votre chanson. Mais c'est ma chanson, c'est ma voix, c'est ma mélodie, quoi. Et cette chanson, elle fait partie de la bande originale du film, effectivement, Sous les jupes des filles, comme vous le disiez, d'Audrey Dana. Alors, Audrey Dana, on est allé la voir et on lui a demandé de nous parler du jour où elle vous a demandé... En mariage. En mariage. Le jour où j'ai demandé à Imani de composer la musique de mon film Sous les jupes des filles, c'est le jour où je l'ai rencontrée, c'est en 2012. D'abord, j'ai été bouleversée par sa voix. Elle a une voix vraiment rare, puissante, presque masculine en fait, mais avec cette rondeur du féminin, voilà, une voix unique. Et puis, à travers ses chansons, ce qu'elle racontait dedans, sa musique, je me suis reconnue. J'étais dans une séparation douloureuse et j'avais l'impression que ces chansons étaient l'expression
de mes émotions, de mes souffrances, de mes doutes, de mes interrogations, de mes espoirs aussi. Et donc, son premier album m'a vraiment accompagnée sur un pan de ma vie. Grâce à elle et grâce à sa musique, je me suis sentie moins seule. Et j'ai eu la sensation que le chemin était plus doux. La partie la plus rigolote de la création de cette musique, c'était la flash mob. C'était un challenge dingue parce qu'on allait mettre des moyens en place vraiment importants pour avoir la Tour Eiffel, plus de 250 filles. Et on avait besoin d'une musique qui donne envie de se lever et de danser. Voilà, c'était ça le challenge. Et puis qui parle de nous. Et voilà, c'est fou, je parle de sa musique, j'ai des frissons, c'est dingue. Elle a parfaitement répondu à la mission. Enfin, quand même, ce morceau, je le mets chez moi quand j'ai envie de lâcher les nerfs, quand j'ai envie de bouger, quand j'ai envie de danser. Donc c'est joli de se dire voilà, que notre rencontre fait danser les gens. Vous croyez beaucoup aux rencontres? Oui, je ne crois qu'à ça, les bonnes ou les mauvaises. C'est les étapes, en tout cas ma vie, ça a été ça, jonchée de rencontres qui ont mené... qui jalonnent toute votre vie. Mon parcours, bien voilà. sûr. Ouais. Ouais. Vous êtes quelqu'un d'assez pudique, mais vous êtes une combattante. Vous êtes très engagée, et vous êtes engagée notamment pour une cause que vous connaissez bien, puisque vous êtes victime en fait de cette maladie. C'est une maladie qui est l'endométriose, et c'est votre combat. Expliquez-nous tout d'abord de quoi il s'agit. Oui, alors l'endométriose, c'est une maladie exclusivement féminine, et c'est une maladie vulgairement appelée une maladie de règles. Pour faire simple, c'est les cellules du mur utérin qui se retrouvent ailleurs que dans l'utérus et qui réagissent par contre de la même manière. Donc quand il y a une dégradation des cellules qui se transforment en règles, c'est la même chose ailleurs. Donc vous pouvez les avoir à l'extérieur. Donc sur les ovaires, sur les trompes, mais ça peut être tous les organes concomitants. Et des fois, c'est des choses graves jusqu'au poumon, jusqu'à l'œil. C'est une maladie dont on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas d'études épidémiologiques. On ne peut pas soigner les symptômes. On ne peut pas soigner la maladie, mais on peut soigner les symptômes, pardon. Ce sont des règles extrêmement douloureuses. Je parle de règles invalidantes qui vous empêchent de sortir du lit. Il y a des femmes qui s'évanouissent, il y a des femmes qui vomissent, tellement c'est aveuglant comme douleur. C'est des douleurs pendant les rapports sexuels. C'est la première cause d'infertilité en France. C'est une maladie qui a tous les records. C'est 1 à 2 femmes sur 10. Donc et c'est tabou. Et c'est tabou. C'est tabou parce que c'est une maladie qui a été découverte en 1850 et en 2017, on n'en sait pas vraiment plus. C'est tabou parce que aussi les femmes n'osent pas en parler. C'est une maladie qui est de l'intime, comme vous l'avez dit. Et quand vous commencez à dire oui, je ne peux pas aller au travail parce que j'ai mes règles, tout le monde lève les yeux au ciel en disant oui, mais ça va pas la tête. C'est une capricieuse. Voilà. C'est une chochotte. Enfin, il y a toutes sortes de qualificatifs. Et je me suis engagée dans cette cause parce que je trouve que c'est une véritable injustice faite aux femmes, parce qu'elles ont le droit de souffrir tous les mois de leur vie pendant des années sans que rien ne soit fait. Alors on peut vous donner des antalgiques, la pilule contraceptive, ça soigne les symptômes, ça recule juste, c'est une bombe à retardement, et c'est pour ça qu'il y a 7 à 8 ans de latence de diagnostic. Et vous allez mieux? Alors je vais mieux, maintenant j'ai eu un enfant, donc il a 14 mois maintenant. Et c'est vrai que j'ai surfé sur les hormones longtemps, donc j'ai allaité le plus longtemps possible aussi. J'ai l'impression que ça revient tout doucement, mais pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. On vous a suivi, vous étiez au musée, un musée que vous aimez bien. Hein, ouais. Et là, on est allé au musée du Quai Branly, parce que vous y donniez une conférence dans ce cadre-là. C'était une journée consacrée à la femme. Et puis, vous intervenez évidemment sur cette cause. Et puis, vous avez chanté aussi. Et après, on vous a fait une surprise. Alors, comme il s'agit d'une surprise, je ne vais pas vous le raconter. Suivez ce reportage. C'était avec Philippe Aiguepers et Pierre Coussier. On vous suit, Emmanuel. On arrive au musée du Quai Branly pour les États généraux de la femme, pour lesquels j'étais invitée pour intervenir et chanter. La burqa est loin d'être interdite au Maroc. Le peu de lumière que j'ai, si je peux le shifter sur une cause, X ou Y, là c'est l'endométriose, mais parfois c'est autre chose. Bonjour Imani. J'essaie de le faire parce que sinon la célébrité, on capitalise pas là-dessus. Je veux dire, ça ne sert absolument à rien. Vous, comment vous avez géré la douleur pendant vos concerts, par exemple? J'ai fait en effet la ménopause chimique. Ah, ça, je déconseille. D'abord, il y a tout un tas d'effets secondaires qu'on ne découvre que maintenant
qui sont très violents. On est la moitié de la population et c'est pas possible d'avoir mal tout le temps, pendant 30 ans, quoi. C'est pas possible. Pendant l'interview, j'étais émue, en fait, je me suis rendu compte. C'est normal, c'est à la fois des questions. À force d'en parler, tu crois que t'es blasé, en fait, pas du tout. Enfin, dès qu'on commence à taper dans le concret, dans la vérité, ça va me toucher. Les larmes viennent souvent, mais j'ai juste appris à les garder en moi, quoi. Voilà. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. La scène, c'est le seul endroit où on peut vraiment s'exprimer et être qui on est. Don't ask me why, you're right, you're right. Il faut être à la fois exhibitionniste et un peu cinglé, c'est vrai. Je pense que c'est pour ça que le corps, au départ, il se bat pour ne pas y aller. Enfin, moi, je me souviens, au début, je tremblais. J'avais le genou tremblait, je mettais ma main sur le genou et mon genou ne cessait de trembler. Oh, I wanna dance with somebody. Ça vous fait quoi de chanter devant un public 100% féminin? Moi, non, j'aime bien. Mais honnêtement, je fais partie des femmes qui aiment les femmes. Peut-être parce que je suis une famille de 7 enfants, il y a 5 filles, j'ai fait une école de jeunes filles, je connais très bien les femmes. Qu'est-ce qu'elle dégage sur scène? Déjà, l'originalité de son grain de voix. Parti? Oui, mais c'est un peu gênant. C'est quelqu'un qui a du caractère. C'est-à-dire? Elle a un caractère fort, c'est-à-dire qu'elle est exigeante, elle est têtue. Quand elle veut quelque chose, elle le veut, donc elle s'entête. Est-ce que vous aimez les surprises? Moi, j'aime bien les surprises, les bonnes surprises, oui. Premier indice, j'espère que vous êtes bien assuré. J'espère qu'on va pas prendre un hélicoptère, un truc comme ça, parce que j'ai le vertige. Non. Indice numéro 2, il va falloir chausser vos baskets. Ah, vous allez pas me faire sauter quand même. Pourquoi sauter? Parce que je suis une ancienne, très ancienne sauteuse en hauteur. On va à l'INSEP. C'est chouette parce que je suis pas retournée depuis 20 ans, 18 ans peut-être. Ça fait drôle. Allez. Absolument pas changé. Il y a la même odeur. Vous êtes cons, hein. Ils m'ont dit que t'étais en Corse, que tu pouvais pas venir. Qui est-ce? C'était mon entraîneur à l'époque où j'étais jeune et fraîche. Ça va? Ça a été vraiment une échappatoire de venir m'entraîner. Pas que je vivais l'enfer chez moi, mais quand on est ado, on voit ça plus comme de la tyrannie, on va dire. Et d'un coup, moi, j'avais un coach et du coup, j'avais l'impression d'avoir une espèce de père de substitution. Et donc, ouais, moi, je pense que le début de tout ce que je vis aujourd'hui, ça a commencé là. C'est une fille formidable et qui était bourrée de talent. Elle savait chanter, danser en stage, elle nous le montrait. On verra ça après. C'était une athlète artiste. C'était une belle surprise? C'était une super surprise, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Pour être honnête, je râlais presque, j'avais pas envie de faire cette interview parce que je suis fatiguée. Je suis hyper émue, franchement, je suis pas loin de la petite larme, là, franchement. Non. Vous n'y attendiez absolument pas, hein? Non, je m'y attendais pas parce qu'en plus, d'abord, si vous voulez me faire une surprise, je suis une très bonne cliente. Je crois tout ce que vous me dites. Un album qui est le deuxième, qui a été réalisé pour une partie au Sénégal, à Dakar, puis une partie ici. Vous écrivez énormément. Ouais. Et en définitive, vous en gardez combien? 12? On garde que les meilleurs, enfin, que celles qui nous semblent les meilleures. Mais comment savoir? Oui, c'est ça que ce sont les meilleurs. Alors, généralement, ça se termine dans les larmes. Il y a mon producteur, Malik Ndiaye, qu'on appelle le gourou, et pas pour rien, parce qu'à la fin, c'est pas qu'il décide de tout, mais lui, c'est quand même l'oreille et le regard extérieur. Parce que c'est vrai que quand on est artiste, et même quand on est avec un autre musicien et qu'on écrit une chanson, on est trop investi. Alors des fois, on est sûr que la chanson, c'est une bonne chanson et on ne se trompe pas. Mais des fois, on est complètement à côté de la plaque et il faut une autre personne. Et cette autre personne, c'est lui. Donc du coup, c'est un concours entre les gens. On réfléchit et on appose les chansons avec les autres. Voilà. Quelle est celle qui est la plus personnelle dans cet album? Qui vous révèle le plus? Lately, peut-être. Pourquoi? Lately, c'est la chanson d'une fille qui s'excuse d'être qui elle est, c'est-à-dire que parfois on dit et on fait n'importe quoi et même on peut gâcher des histoires incroyables, on peut même rater des occasions, des histoires d'amour incroyables juste par ego, par bêtise. Et je pense que c'est la plus révélatrice de qui je suis. Vous pourriez comme ça me la chanter un peu a cappella? I'm sorry. Lately, I haven't been myself.
Oh, I'm sorry. Lately, I haven't been myself. Vous croyez, vous, au message dans les chansons? Ah oui. Moi, oui, j'y crois au message. Je pense que c'est important. Oui, j'y crois. Il y a des chansons qui ont certainement, faut que j'y réfléchisse, mais qui ont été des déclics pour moi. Celle que vous avez écrite aussi sur Mandela, vous lui rendez hommage. Pourquoi? Parce que Mandela, ça fait partie des héros qui n'étaient pas des super-héros, c'était des êtres humains comme les autres, mais qui ont changé la vie de millions. Et il a terminé sur des t-shirts, des posters et tout ça. Et aujourd'hui, vous parlez à des jeunes, ils ne savent pas vraiment qui c'est en fait. Ils savent que c'est le type sur le t-shirt. Et ça vous rend triste? Ça me rend triste parce que je pense que, en plus je parle des jeunes, mais je pense qu'il y a même des adultes qui doivent vaguement savoir qui c'est, mais sans vraiment... Et il n'y a pas que lui, il y en a plein. Il y a plein de héros comme ça de l'histoire dont on ne parle pas assez. Alors que si on se plongeait vraiment sur l'histoire de ces mecs-là, on pourrait peut-être trouver nous aussi la force de se révolter contre toute forme d'injustice. On devrait s'inspirer de l'histoire de ces héros-là pour peut-être devenir des héros nous-mêmes. Qu'est-ce qui différencie la femme que vous êtes de l'artiste? Peut-être que la femme que je suis, elle est un peu moins en contrôle, elle est beaucoup plus bordélique, elle est un peu moins en contrôle, un peu plus... je me lâche beaucoup plus, évidemment. Peut-être moins pudique, c'est vrai, que l'artiste. Alors ça, on le sait parce que... Oh là. Il y a 4 membres de votre famille qui ont témoigné sur vous. Ouais. Il y a votre sœur, Aminata, il y a vos 2 frères, il y a Ben, il y a Stéphane. Oh là là. Mais il y a aussi votre maman, votre mère, Anchoura. Voilà. Et tous, ils ont tenté de décrire et de brosser un portrait croisé sur vous, Imani. Pour moi, Imani, c'est un modèle de grande sœur qui a toujours eu ce sens de la responsabilité de savoir qu'elle avait des petits frères et sœurs qu'elle devait guider sur la bonne route. Ouais, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer sans aucun problème. Elle faillira pas, elle sera toujours là. Elle a hérité beaucoup de caractère de son papa. Elle nous a donné des valeurs plus militaires. La maman a donné des valeurs plus affectives. Donc c'est un peu le mélange des deux. Elle a commencé à chanter dès bébé. Parce que tous les soirs, elle pleurait. Alors pour moi, elle a commencé son concert très tôt. Elle a toujours été un peu l'enfant star, en fait, depuis toute petite. Oui. Quand elle veut quelque chose, elle lâchera pas tant qu'elle l'aura pas eu, quoi. Elle aime les oranges et les mandarines, mais elle déteste les éplucher. Et donc, elle va forcément demander à l'un d'entre nous de le faire, même si nous-mêmes, on n'a pas envie de le faire. Je suis la petite sœur, je suis obligée de le faire. Elle est capable de te mettre une tarte et toi, tu te défends, elle dit hey, « je suis ta grande sœur, tu me frappes pas ». Voilà, c'est elle. Et dans son caractère, elle est quand même un garçon manqué. Elle a du caractère. Elle a un caractère de garçon, mais elle est aussi coquette, elle est un peu féminine. Non, elle est plutôt masculine, c'est-à-dire que je pourrais lui piquer des habits. Elle taquine, elle chambre un peu. Elle est cash, c'est-à-dire que t'es mal sapé aujourd'hui, donc t'es mal sapé. Voilà, tu le sais, voilà, direct. Est-ce que le succès l'a changé? Non, elle est restée elle-même. Elle n'a pas fait de grosses têtes ni rien du tout. Elle le dit très bien, elle guérit pas le cancer, elle fait que chanter. Donc c'est bien, mais c'est rien d'extraordinaire en fait. Le fait d'avoir un enfant, ça a plus changé sa vie que de chanter des chansons. Elle a dédié cette chanson à ma mère. Parce que ma mère a perdu beaucoup d'enfants. Elle a perdu 6, c'est moi la 7e, je suis la seule qui est restée. Alors elle l'a dédiée à tous les mamans, à tous les gens de l'Afrique qui ont perdu les enfants tout jeunes. Très belle, très beau témoignage et très belle femme que votre maman. Il y a cette émotion, bien évidemment, parce que sa vie a été une sorte de tragédie au départ. C'est vrai que sa mère, sa propre mère, donc a eu 6 enfants. Oui, elle a eu 7 enfants avec ma mère et 6 enfants qui sont morts très très jeunes, en fait, bébés. Et c'est la seule rescapée. C'est la seule rescapée. C'est une femme qui a été mariée à l'âge de 9 ans, quand même, il ne faut pas oublier. Elle a eu plusieurs maris. Votre grand-mère? Ma grand-mère. Ouais. Le père de ma mère est mort quand ma mère avait 4 ans. Et donc, ma mère, c'est une véritable survivante, vraiment, au sens propre du terme.
Mais si vous ne connaissez pas son histoire, vous ne pourriez pas le deviner parce que elle a toujours le sourire, la pêche, elle arrive toujours à tirer les gens vers le haut, même si des fois c'est dur. Elle s'est occupée de 7 enfants alors que mon père était souvent en mission, en déplacement des mois, des fois des années. Et elle s'est occupée de toute sa famille, de tous ses enfants très bien. On y est arrivé à l'école, alors qu'elle s'est arrêtée avant la 6e, l'école. Pour moi, c'est un vrai exemple. Vous avez tous fait des études, vous avez tous un boulot. Exactement, tous fait des études, tous un boulot, personne en prison. Je pense qu'elle dit toujours que son plus gros accomplissement, ce sont ses enfants, mais ma mère, c'est une vraie battante dans le sens où, en plus, elle ne parle jamais vraiment de ces histoires-là. Et elle est encore là, belle comme vous dites. Ils vous ont bien charrié, bien chambré. Ils m'ont bien chambré. Ouais. Oui, oui. Hein? Ils m'ont bien chambré, je ne vais pas les rater. Ça vous fait confiance. Vous nous interpréterez tout à l'heure un titre, il y a vos musiciens qui sont présents. Vous savez que dans Thé au café, il y a une petite épreuve qui s'appelle le dos à dos. On y va? Vous êtes d'accord? Allez, on est parti. Dos à dos et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Si votre maison venait à brûler, qu'est-ce que vous emporteriez en premier? Mon fils. Si vous étiez homosexuel, par qui vous aimeriez être séduite? Jodie Foster. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Certainement. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? J'irais certainement faire l'amour à une femme, juste pour voir. Un tue-l'amour rédhibitoire. Les chaussettes au lit. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure? Je pense que je prendrais le budget de la défense et je le distribuerai sur l'éducation et la culture. Ce que vous détestez par-dessus tout dans la vie de tournée? La bouffe sur la route. C'est souvent pas bon. Désolée. Le mot d'amour le plus sensuel, le plus érotique, selon vous? Reste. Vous assistez à un concert d'un ami chanteur, mais vous n'avez pas aimé, hein? Pas du tout. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis « good job ». Je viens de me faire cramer. Et chez quelle personnalité vous aimeriez rentrer comme ça en catimini pour voir? Peut-être Denzel Washington. Et votre rituel avant de monter sur scène? Le rituel, je ne chante pas. Je dis toutes les premières phrases de toutes les chansons dans l'ordre. Parce que je pars toujours du principe que si je peux parler, je peux les chanter. On en écoute une? Allons. Vous êtes d'accord? Absolument. Entouré de 7 de vos musiciens. Et extrait de votre deuxième album. C'est une chanson qui s'appelle Silver Lining. Et ça veut dire le bon côté des choses en anglais. Et c'est une chanson qui incite à la tolérance de soi et accepter même les pires situations parce qu'il y a toujours un bon côté. Voilà. There is always a silver lining. Blessed are those who know what it is. You think that we need everything. Our love is found in our own kind of dream. There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you run or you hide away. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always space to make mistakes, not always time to make
a chance, but don't be scared to make a change. Take a chance, take a chance, but don't be scared to make a change. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, ask for change. Your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, trust me, clap your hands. Ouais, merci beaucoup. Imani, vous serez donc en tournée avec cette formation? Les mêmes. Oui. Les mêmes. Oui. À la batterie, il y a Jeff Ludovicus. À la basse, Stéphane Castri. Au violoncelle, Julien Grattard. À l'autre violoncelle, Rodolphe Pliskovic. À la guitare électrique, Stéphane Goldman. À la guitare acoustique, Taoufik Farah. Et au clavier, Laurent Der. Merci beaucoup d'être venu accompagner Imani ce matin. Est-ce que vous avez pensé déjà à ce que vous allez dire si vous recevez la victoire de la musique? Je vais essayer d'être spontanée. Je sais pas, peut-être que c'est de la superstition. Je me dis que si je prépare le truc, je vais pas l'avoir. Ça marchera pas. Ouais. Ouais. Donc, en plus, je pense pas que je l'aurai. C'est déjà un miracle. Il y a Véronique Sanson. Il y a Véronique Sanson et il y a Jane. Voilà, jeune Jane. Il y a moi au milieu, bon. Non, mais déjà, moi, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que j'appartiens à un petit label indépendant, vraiment tout petit. Et d'arriver aux victoires de la musique, c'est déjà beaucoup parce que le système de vote fait que quand vous avez 150 voix chez Universal, c'est plus facile d'avoir des artistes Universal. Nous, on a une voix. Donc ça tient du miracle même d'être là. Donc si je ne gagne pas, ça me choque pas. Si je gagne, ce serait vraiment là, c'est le double miracle. Donc non, j'ai rien écrit. Il faut croire au miracle. Oui, j'y crois, mais on verra. Je dirais certainement n'importe quoi, du coup, si jamais. Ouais. Bon. Je voulais aussi remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Thé ou Café ce matin. Il s'agit d'une artiste, d'une femme, Siri Nofleur. Son travail s'articule autour de la nature, dans lequel le ciel, la terre, la mer s'entremêlent. Siri Nofleur. Vous pouvez voir d'ailleurs son travail aussi sur le site internet qui s'inscrit. Merci beaucoup. Alors je rappelle la tournée à l'étranger, mais évidemment beaucoup en France. Cet album aussi. Un grand merci Imani. C'était bien de vous découvrir un petit peu plus ce matin. Et merci pour les dossiers que vous avez exposés à la France entière. On se retrouve demain. On sera en compagnie du professeur René Friedman, que vous connaissez très certainement. C'est un grand spécialiste évidemment de la stérilité. Et puis il y aura cette femme Caroline Dublanche qui est psychologue et qui anime la libre antenne sur Europe 1 tous les soirs. Voilà, portez-vous bien, vous passez une très bonne journée. L'émission elle est rediffusée, celle qui est consacrée à Imani avec ses musiciens. Et puis vous pouvez la revoir aussi sur plus.fr, sur notre site internet et évidemment sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, merde pour la suite. Allez, on se retrouve demain à 7h pour un nouveau Thé au Café. On fait un selfie, ça vous va? Ça me va. On y va. She